Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire, à cette nouvelle session. Notre sujet du jour qui va nous animer ce matin, c'est la facturation électronique interentreprise. Et on va passer une petite demi-heure ensemble et on a pour ambition de partager avec vous l'actualité et vous donner quelques points clés pour pouvoir agir à court, moyen et à long terme. On va commencer au programme, on va commencer par rappeler les principes de la facturation électronique et puis dire un peu où on en sommes aujourd'hui vis-à-vis de la digitalisation. On rappellera également les enjeux. Et puis, dans un second temps, en fait, on va faire un point d'actualité et les perspectives sur les travaux qui sont en cours avec la DGFiP notamment. Et puis, on profitera pour faire un règle sur les autres pays aussi. On enchaînera avec un sujet de comment vous mettre en conformité tout de suite, en fait, avec des points précis et très concrets pour réduire le risque vis-à-vis de l'administration fiscale notamment. Et puis, on fera un plan, on conclura ce webinaire en vous proposant un plan d'action le plus concret possible sur les prochains mois. Peut-être un petit point technique avant d'aller un peu plus loin. En fait, les micros sont coupés, du coup, pour les participants. Par contre, voilà, tout au long de la présentation, en fait, vous pourrez poser vos questions et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Donc, je suis pour ma part Yanis Kobzi, je suis directeur au sein de la practice finance chez Axis Consultant. Voilà, la practice finance accompagne les entreprises dans la transformation de leurs fonctions finance au sens large. Et pour ma part, voilà, j'ai plutôt une spécialisation sur l'optimisation des processus et l'automatisation des processus, avec une dominante plutôt sur la partie order to cash. Je suis accompagné aujourd'hui de mes collègues, Ingrid Jurado, qui est directrice également au sein du cabinet Axis, mais sur la partie BU achat, practice achat, et donc qui porte l'offre dématérialisation et qui accompagne les grands comptes tels que Carrefour, Radio France ou Safran sur le problème de facture. Et puis, on est avec notre partenaire Generix, donc avec Christophe Véry, qui est Product Marketing Manager chez Generix. On va bénéficier de ses 20 ans d'expérience sur les sujets de dématérialisation. Et comme Generix, du coup, a été sollicité dans le cadre des travaux avec la DGFiP sur les expérimentations techniques en lien avec la facturation électronique, il nous fera un point d'actualité, du coup, qui est assez riche sur ces différents sujets. Alors, peut-être prendre 2 minutes avant de rentrer dans le vif du sujet pour présenter un peu Axis. Et Christophe sera demain pour Generix un peu plus tard dans la présentation. Donc, Axis est un cabinet de conseil en management. C'est-à-dire qu'on est pile entre la SS2I, le SN et le cabinet de Strat. Donc, on est plutôt sur un positionnement qui accompagne les entreprises sur les sujets opérationnels. Donc, l'histoire d'Axis a commencé maintenant il y a plus de 30 ans sur un accompagnement qui était initialement focusé sur les fonctions finance et achat, tant sur les problématiques métiers que technologiques. Et puis, c'est élargi à d'autres domaines d'activité, comme aujourd'hui, on accompagne pas mal aussi les directions marketing et commerciales, notamment sur les aspects de digitalisation. En plus de ça, on a des équipes de data scientists, donc 2 offres plutôt transverses. Donc, une équipe de data scientists qui peut accompagner les consultants des autres practices sur des problématiques très précises et comment surtout les aider à tirer au mieux parti des data qui sont, comme vous le savez, transverses au sein de l'entreprise. Et puis, se transformer nécessite aussi un accompagnement au changement. Et on a une practice d'une 50aine de personnes qui est dédiée à l'accompagnement au changement vraiment dans toutes ses dimensions. Donc voilà, on est 235 consultants, on fait 30 millions de chiffre d'affaires. Donc on est sur le métier du conseil depuis plus de 30 ans maintenant. C'est vrai que pour une boîte de notre taille, c'est plutôt assez rare. Donc on est assez fiers de le mettre en avant. Et puis surtout, c'est grâce à nos clients, avec certains clients qu'on accompagne depuis pour certains d'entre eux, depuis 20 ans quasiment sans interruption. Donc on est en capacité d'intervenir sur l'international avec des déploiements un peu partout dans le monde. Et peut-être 2 spécificités aussi, c'est qu'on a deux filiales qui sont spécialisées sur des domaines assez de niche. Pour la première, qui est l'accompagnement des entreprises dans l'optimisation de leur déplacement et de leur gestion de notes de frais, donc qui s'appelle Axis Odyssey.
et une autre filiale qui s'appelle Neosite, qui, elle, est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises, dans le conseil et l'intégration des solutions en lien avec SAP. Accessibility est une filiale plutôt géographique qui se trouve à New York. Et puis, on peut se baser aussi sur nos assets. Comme pour la data, on a le Labia qui intervient de manière transverse pour accompagner les fonctions achat, finance, etc., avec des propositions les plus concrètes possibles, des réalisations concrètes du Labia. On peut citer par exemple le Smart Report. C'est une solution qui permet de retranscrire des comptes rendus écrits à partir de conversations, à partir de réunions enregistrées au sein des entreprises. Voilà ce que je pouvais dire. Peut-être un dernier mot sur l'activité de formation. Donc, Axis est un organisme de formation agréé, donc il peut délivrer des formations sur différentes thématiques, le lean, l'agilité. Et puis, évidemment, l'Axis Université bénéficie aussi aux consultants internes. Je propose maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de ce qui nous intéresse, en faisant un petit point de là où nous en sommes de la digitalisation. Donc, avant de rentrer dans les chiffres, vous dire qu'effectivement, on s'est basé sur le baromètre donc, de Générix qui est sorti, qui est tout frais, qui est sorti la semaine dernière. Donc, avant de parler un peu chiffres, on va peut-être juste faire un rappel, même si je pense que vous êtes tous au fait, vous êtes tous au courant, mais des différents modes de transmission de la facture aujourd'hui. Hein. On part, comme vous le savez, du processus le plus simple, le plus unilatéral, qui est l'envoi de facture papier, pour monter crescendo sur de la digitalisation, mais pas que. On voit que plus on va avancer vers de la dématérialisation fiscale, pour aller sur un rapport un peu gagnant-gagnant, puisqu'il y a moins de développement technique, même quand on parle de PDF signé qu'avec un EDI fiscal, que ce soit des deux côtés. Donc voilà, on a vraiment de la facture papier, de l'EDI simple, du PDF simple par mail en général, de l'EDI fiscal, donc qui est un cran plus loin, sans papier, mais avec un vrai développement pour recevoir des messages structurés, et du PDF signé. Pourquoi on vous rappelle ça? Vous le verrez un peu par la suite, mais parce qu'aujourd'hui, on a beau se dire qu'on est en 2020, qu'il y a beaucoup de digitalisation, en fait, dans les entreprises, et je pense que vous le voyez au quotidien, ces différents formats cohabitent encore et le papier est encore présent pour beaucoup. Donc, Générix a fait une étude, comme je vous le disais il y a quelques semaines, sur 158 entreprises, toute nature, tout secteur, toute taille, et que ce soit privé ou public. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'au final, et c'est le premier chiffre que vous voyez, 71%, c'est la part de dématérialisation des factures clients. Alors, on parle beaucoup quand on parle de dématérialisation de la partie fournisseur. Et en fait, on s'aperçoit que les entreprises ont finalement plus investi sur comment je dématérialise la facture qui sort de chez moi, plus que sur celle qui entre. C'est vrai que c'est un constat qu'on a fait qui nous a paru pas étrange, mais étonnant. Et en fait, quand on y repense, c'est vrai que beaucoup de fournisseurs ont décidé de déposer leurs factures sur un réseau et demandent à leurs clients quelquefois aussi de venir les chercher. Donc, on est plus avancé finalement sur la partie client que sur la partie fournisseur. Après, ce qui est notable aussi, c'est qu'on voit quand même que 76% disent effectivement être équipés d'une ou plusieurs solutions électroniques. Donc, très bien. Ah, je crois qu'on est passé un peu vite sur certaines slides. Voilà, je vais revenir. Pardon, un petit souci. Donc, 76% qui ont de la dématérialisation, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de papier ou autre. Ça veut dire qu'ils en sont dotés. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que pour 72% d'entre elles, ça a été mis en place dans les 3 dernières années. On sait que la dématérialisation, ça fait maintenant quasiment 16 ans qu'on en parle, et on voit que la majeure partie, c'est dans les 3 dernières années que ça a été mis en place. Voilà, c'est des chiffres assez intéressants, assez parlants. On voit que l'EDI est encore très fort aussi en termes de format de dématérialisation fiscale par rapport au PDF, mais que le PDF le talonne et que je pense que ça va être de plus en plus fort vu ce qui arrive dans les années à venir. Ce qui est rassurant, c'est que les entreprises, effectivement, mesurent l'impact positif sur la traçabilité et la fiabilité du processus avec la digitalisation. Oui, merci Ingrid.
Donc là, pour enchaîner un petit rappel des enjeux, c'est plus un rappel finalement lié aux enjeux de facturation électronique. L'un des premiers qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment les gains opérationnels qu'on peut en tirer, avec un premier bénéfice qui est lié à la traçabilité bout en bout. C'est vrai que c'est important de pouvoir savoir à tout moment où se trouve ma facture, autant fournisseur que client, en interne déjà, et puis vis-à-vis des tiers externes. Donc la digitalisation apporte évidemment cette traçabilité. Autre sujet qui nous paraît aussi important de mettre en évidence, c'est la fiabilité et la sécurité aussi, qui paraît euh, aussi assez évident, parce que plus les factures sont dématérialisées, digitalisées, et moins on a d'intervention finalement des collaborateurs, et qui du coup diminuent les erreurs, des informations qui sont transmises ou portées par les factures. Et enfin, cette notion de pouvoir fluidifier tout le flux d'échange des factures, de pouvoir accéder aux informations en temps réel, d'apporter une transparence dans le traitement et dans la communication des factures, et une simplification de workflow avec notamment des étapes de validation qui sont plus fluides. Autre sujet qui est souvent aussi mis en avant quand on parle de dématérialisation, c'est les gains en termes de productivité. Donc, réduction des coûts, d'une part, c'est vrai que ce qui est souvent mis en avant, c'est les coûts liés à l'impression des factures, à leur affranchissement, euh, qui paraît évident, qui peut aller du simple au triple au quadruple en fonction des études. Hein, donc, il y a un état de l'art assez intéressant là-dessus. Mais il y a aussi tous les gains de productivité qu'on peut faire en termes de gains de temps pour les collaborateurs, de plus aller chercher une facture papier quand elle est archivée électroniquement, de ne pas intervenir, saisir, enrichir des informations qui ont fait, qui tombent en erreur. Donc, cette notion de sécurisation, cette notion de digitalisation va aussi permettre aux équipes de gagner du temps dans le traitement des factures. Ce qui en découle, plus sur la partie productivité, peut-être un sujet assez important, c'est sur la réduction des délais de paiement. Alors là, on parle des délais de paiement, que ce soit pour les fournisseurs ou pour les clients. Ce qui peut aussi apporter, si on prend l'exemple des clients par exemple, envoyer une facture plus rapidement quand elle est dématérialisée. Aujourd'hui, c'est un fait. Et du coup, ça permet de dégager l'envoyer plus rapidement. On peut imaginer qu'on peut se faire payer dans les délais. Et puis, on peut éviter des coûts liés au recouvrement, par exemple. Voilà, donc c'est des choses qui sont constatées aujourd'hui. Après, le troisième aspect qu'on va développer pas mal quand même, c'est l'aspect réglementaire, euh, donc qui fait en ce moment bouger les choses, en tout cas qui est un booster d'accélération de transformation. C'est souvent le cas, c'est-à-dire que c'est devant, pas devant la contrainte, mais en tout cas quand on est fortement incité, et puis avec des deadlines de changement réglementaire, d'obligations réglementaires, on voit que ça booste les transformations. Et donc se mettre en conformité avec la législation fiscale, euh, ça va être un enjeu majeur les prochains mois. Donc, là, c'est une vraie. Effectivement, on va se faire un petit point rapide sur les contraintes réglementaires qu'il y a depuis quelques années. Je ne vais pas forcément passer sur tous de façon très détaillée. Il y en a beaucoup. On pourrait y passer un nombre incalculable. Plus vous montrer quelque part, voir un petit peu qu'il y a une vraie accélération en fait sur la transition numérique. Depuis 2014, on voit et on le sait, la dématérialisation. 2001 a posé ses premières briques. En 2004, avec Carrefour qui est parti sur ce créneau-là et qui a vraiment œuvré pour que ça avance et qui a mis en œuvre quasiment les premiers la dématérialisation fiscale. On voit aussi, ce qu'on n'a pas mis là, c'est qu'il y a 2 directives européennes qui sont des directives socles. Il faut bien savoir que ces 2 directives européennes, pour la piste d'audit et pour la partie État et Chorus notamment, ont des transpositions dans la loi française que n'a pas apparu ici, mais qui existe bien. Et on voit que l'État français, suite à cela, lui a sorti des lois, a sorti la transition numérique de façon beaucoup plus prégnante. Et on voit que tous les 2 ans à peu près, on fait un pas en avant. Voilà. En 2015, c'était l'obligation d'accepter toute facture en format électronique. Quand on parlait de la partie client qui s'est développée plus vite que la partie fournisseur, c'est aussi grâce à ça, puisque on pouvait envoyer sa facture, le fournisseur la traitant de la façon dont il voulait. On a eu en 2017
l'arrivée de la transformation du papier en archivage légal via un archiveur 2 étoiles, où on pouvait supprimer le papier tout en conservant cette preuve légale. On voit que ça a avancé encore. Plus récemment, en octobre, on a essayé d'œuvrer sur le processus, parce qu'on travaillait beaucoup sur la dématérialisation du papier, mais en fait, le processus contrôle-facture qu'il y a derrière était toujours un peu à la traîne. Et là, maintenant, parmi les mentions légales, on a demandé à ce que le numéro de commande soit mis, ce qui permet d'avoir l'accélération de ce processus. Et bien entendu, derrière, ce qui est visé, c'est aussi les délais de règlement qui s'optimisent. On est toujours sur la traque en fait, au règlement. Et la petite nouveauté, donc ça a été la loi de finances 2020, qui induit et qui inclut en fait la digitalisation quasiment généralisée à horizon 2025. Ce qui a été demandé dans cette loi de finances, c'est un rapport qui a été commandé pour septembre de cette année, expliquant comment la France pouvait se mettre en conformité avec ça et ce qu'on pouvait proposer. Du coup, je ne sais pas si vous voyez la bonne slide. On a quelques... Voilà. Donc, ce qui va arriver très vite, et Christophe en reparlera tout à l'heure pour vous faire un point de ce qui a été fait sur cette expérimentation qui a été commandée. Ce qui va arriver, c'est le rapport donc, de l'État qui va donner les grands principes et les grandes lignes de la généralisation de la facture électronique entre janvier 2023 et janvier 2025, qui va être la deadline pour la mise en œuvre. Donc voilà, donc, un focus cadre réglementaire pour vous expliquer. Ce qui est attendu dans la généralisation électronique, c'est de se positionner sur un modèle, sur une façon de faire. Et là, du coup, on vous propose un petit focus sur le modèle clearance. Alors, certains d'entre vous ont certainement déjà entendu parler de ce modèle clearance, d'autres peut-être pas. Donc, on se propose de vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, le modèle clearance, c'est vraiment mettre l'État au milieu des échanges entre un fournisseur et un client. C'est un modèle un peu contraignant. Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? C'est lutter contre la fraude fiscale. L'État, on sait que voilà, la récupération de la TVA, c'est vraiment le nerf de la guerre pour eux, et surtout en ce moment. Arriver à la suppression de la facture, in fine, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on essaye de mettre en œuvre depuis des années. Là, il y a une forte accélération. Réduction des délais de paiement, ça peut être soumis à controverse parce que quand il y a un acteur au milieu entre deux autres acteurs, on peut se dire qu'il y a encore un petit délai de latence. Donc, on verra comment ils arrivent à réduire les délais de paiement avec ça. Donc, la méthode, je l'ai dit, l'État se met entre le fournisseur et le client pour vérifier les factures et transmettre ensuite la facture au client si elle est conforme. Les impacts, c'est avoir un acteur finalement de plus dans les échanges qui vient bloquer ou pas la facture. Si tout est bien sorti du fournisseur, il n'y aura pas de blocage à outrance. Après, voilà, c'est de la conformité. De la France, sur ce modèle clearance, en fait, on ne l'a pas appliqué, on le sait, on le voit. Il y a plusieurs réflexions. Expérimentations qui sont en cours. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'expérimentation qui a été demandée, donc qui va être terminée là sur Chorus Pro avec l'utilisation de Chorus Pro pour voir si c'était possible de s'inscrire sur cette plateforme qui existe déjà pour la partie client facture sortante vers les administrations fiscales. Donc ça a eu lieu en tout début d'année. Se demander si la France veut vraiment aller sur le modèle clearance pur, comme on vient d'en parler, ou si on est plutôt sur de la collecte de données, de la facturation. Donc, là, rien n'est sorti, il faut vraiment attendre ce rapport de septembre qui va vraiment donner les guidelines. Par contre, chez nos voisins européens et dans le monde plus largement, il y a des choses qui existent déjà. Et vous voyez qu'il y a plusieurs pavés, donc plusieurs façons de faire. Ce qui est notable, c'est que même au niveau européen et du coup plus largement mondial, il n'y a pas d'homogénéité sur ce modèle clearance. Personne n'a déployé la même solution spécialement. Chacun a été en fait sur son propre pays, sur son propre terrain, à déployer ce qui semblait le plus juste pour lui. On voit que l'Italie a été au plus fort du modèle clearance, puisque toutes les factures
entre fournisseurs clients italiens qui passe du fournisseur italien sur la plateforme d'État qui, elle, contrôle, valide et suite à cette validation, la retransmet au client. L'Espagne, Portugal, elle a choisi de faire autrement, de ne pas aller aussi loin, mais plutôt de mettre en place un listing de facturation qu'il met à disposition de l'État. On voit que Pologne, Angleterre, Roumanie partent sur ce listing, mais qu'ils ont fait la marge de plus, qui est mettre en place un split paiement, c'est-à-dire que lorsque vous réglez votre facture, au final, la partie TVA partira directement sur un compte à l'État et l'autre partie partira au fournisseur. C'est vraiment vraiment des façons de faire différentes. Je pense que la France est en train de réfléchir à tout ça. Et le modèle Clearance qui est à l'étude sur d'autres pays, plutôt on le voit, Albanie, Grèce, Pérou, Bolivie, avec d'autres, effectivement, le e-reporting. Ce qui est vraiment notable, c'est qu'on n'a pas un modèle unique. La convergence n'y est pas encore. Chaque État développe un petit peu sa façon de faire. Donc, je pense que dans les années qui viennent, il va falloir regarder. Ce qui est vraiment à retenir, c'est que si vous êtes un groupe international, il faut penser compliance dans chacun des pays que vous adressez parce que vous risquez d'avoir des solutions différentes à maintenir, à être obligé d'avoir pour pouvoir communiquer, pour pouvoir satisfaire les exigences d'État. Je vais maintenant laisser la main à Christophe qui, comme vous le verrez, a participé aux expérimentations et donc il va pouvoir nous en dire un peu plus. Oui, bonjour. Bonjour à tous, merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. C'est parfait. Donc j'ai 3 slides effectivement. Le premier pour vous dire qui est Generix, le second pour vous donner des actualités sur 2 sujets. Le premier étant la mise en place du L153 à travers la mission de concertation que la DGFiP a mis en place. Donc où en sommes-nous? Quels sont les plus probables modèles qui peuvent être déployés? Puis je vous parlerai aussi des résultats de l'expérimentation qui ont été faits en live sur la plateforme Chorus Pro pour des échanges B2B cette fois. Donc je représente la société Generix. On est là aujourd'hui parce que nous sommes depuis 1999 un opérateur dans le domaine de la facture électronique. Donc on processe chaque jour 500 000 factures en dématérialisation fiscale pour le compte de 2500 clients. Je ne vais pas en dire plus sur Generix, vous avez quelques chiffres sur le slide. Sur le slide suivant, donc je vais surtout focuser sur les 2 points que j'évoquais précédemment. Donc l'article L153 qui a été évoqué donc au sein de la loi de finances, il prévoit la mise en place d'une mission d'audit, d'une mission de réflexion pour définir les modalités et l'architecture de la solution future, la solution qui permettra à la France soit de faire du e-reporting, soit de faire du clearance, soit un mix des deux, on va le voir. Donc cette mission, elle a démarré en janvier. Donc il y a un certain nombre d'étapes, mais la finale, c'est de présenter un rapport en septembre. Donc en septembre, les décisions ne seront pas prises, mais un rapport sera présenté avec plusieurs alternatives. Et ensuite, les députés décideront, et seront assistés également pour décider. Ce que fait l'auditeur qui travaille pour le compte de la DGFiP, c'est notamment un audit auprès de l'Italie, du Mexique, de la Turquie, de l'Espagne, de la Russie et du Portugal. Donc 6 modèles très différents qui sont allés plus ou moins loin dans les principes de clearance, puisqu'on a à la fois des modèles légers. Finalement, l'Italie, c'est un modèle léger de clearance. On a des modèles beaucoup plus lourds, comme on peut les voir en Amérique latine, dans lesquels on a une chorégraphie de flux, c'est-à-dire c'est comme en Italie, mais on ne va pas pouvoir expédier la marchandise tant que la facture n'est pas apurée et tant qu'on n'a pas des identifiants prouvant qu'elle a été apurée. Ces identifiants vont même être associés au transport de la marchandise. Donc on peut aller beaucoup plus loin et contrôler les flux physiques. Donc c'est ce que font pas mal de pays en Amérique latine. Donc en Europe, effectivement, celui qui est allé le plus loin, c'est l'Italie, mais la mission porte aussi sur l'Espagne, le Portugal, qui sont allés assez loin dans le modèle de e-reporting. La mission, c'est aussi une mission de concertation. Donc, on a participé à cette concertation auprès d'associations d'éditeurs de logiciels, puisque tous les éditeurs de logiciels, notamment de comptabilité, sont inquiets et concernés. On a également représenté l'intérêt des opérateurs de facture électronique. Alors, où on en est aujourd'hui ? Pour essayer d'être très très bref, il y a un certain nombre de questions qui ont été resoulevées. Par exemple, la facture B2C pourrait revenir dans le périmètre. Et donc, il y a pas mal
pas mal de choses autour de la facture B2C, transformer un ticket de caisse en facture électronique, l'adresser à son destinataire, par exemple. Donc ça, c'est pas exclu. On a entendu que le périmètre allait être très large, hein, c'est-à-dire toutes les entités juridiques françaises, associations, enfin en fait comme sur Chorus Pro, donc toutes les structures juridiques sont concernées, quelle que soit la taille des factures, quel que soit le montant, le secteur d'activité, et que les factures comprennent ou non de la TVA. Ça peut sembler étrange, mais toutes les factures sont bien adressées. Parmi les modèles, donc il y en a 4 qui sont à l'étude. Visiblement, le modèle le plus dur à l'italienne ne serait pas celui retenu. On serait plus sur un modèle mixte dans lequel, et qui correspond bien à ce qu'ont remonté toutes les entités qui ont été concertées par l'État. Ce qu'on a souvent répété à l'État, c'est attention, nous sommes dans une situation en France où la dématérialisation des factures est déjà avancée. Il y a 76% qui la pratiquent en émission, il y en a beaucoup qui la pratiquent en réception. Donc, on n'est pas sur un T0 où on pourrait tout réinventer. Donc, il faut faire attention à ne pas casser ce qui existe et à revenir au point zéro. Et donc, pour perturber le moins possible ce qui existerait, le principe serait de demander aux assujettis, à partir du système qu'ils utilisent déjà, de continuer à travailler comme ils travaillent, mais avant d'envoyer la facture à son destinataire, par exemple par une plateforme de facture électronique comme celle de Generix, de faire l'extraction des données et d'adresser ces extractions de données, mais uniquement les données intéressant l'État, hein, donc les données qui ont une valeur pour un contrôle fiscal, donc d'adresser ces données à l'État pour qu'il fasse son œuvre de contrôle fiscal. Mais on ne décommissionnerait pas le circuit de flux qui existe aujourd'hui pour le faire nécessairement passer, comme en Italie, par une plateforme qui émet pour le compte de l'émetteur. Il faut savoir qu'en Italie, ça a eu de graves conséquences, c'est qu'on a doublé tous les flux. Parce que quand vous êtes Carrefour en réception, vous avez un système de gestion des litiges qui est collaboratif, vous avez du purchase to pay, de l'order to cash, etc. Et donc, la plateforme qui arrive de l'État, souvent, vous la doublez par une plateforme qui arrive directement du fournisseur dans le format que vous souhaitiez. Donc, il y a du double flux un peu partout en Italie aujourd'hui à cause de cela. Donc, en France, je ne vais pas rentrer dans le détail des 4 modèles, mais celui qui tient la corde aujourd'hui et qui arrangerait le marché dans son état actuel, c'est donc un modèle dans lequel on va vers du mandate pour le B2B, donc la facture électronique va être obligatoire, ce qui n'est pas le cas en Espagne par exemple et au Portugal, et on rajoute à cela le e-reporting. Avec donc une plateforme centrale qui s'appelle Chorus, qui deviendrait Chorus B2B, qui permettrait à ceux qui ne sont pas équipés de pouvoir venir faire leur facture électronique directement sur la plateforme. Donc Chorus B2B serait considéré comme l'un des 30 ou 40 opérateurs qui existent déjà. Donc voilà quelques éléments. Après, il y a plein de questions qui sont posées, hein, notamment par les entreprises. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir un annuaire centralisé? Comment les annuaires des opérateurs vont être connectés à l'annuaire centralisé? Beaucoup de questions aussi sur le sujet de la prédéclaration de TVA. Donc ça, c'est pas certain qu'ils aillent jusqu'au bout, mais ce qu'ils avaient évoqué au départ, en tout cas, c'était effectivement de prédéclarer la TVA, enfin la déclaration de TVA, pour ensuite aller vers du prélèvement à la source. Donc c'est pas certain qu'ils aillent là-dessus dès la première version, notamment parce qu'il y a encore un nombre de transactions commerciales, notamment transfrontalières, qui ne seront pas opérées dans un premier temps. Donc ça ferait une prédéclaration qui serait de toute façon incomplète et qui pourrait créer de l'inconfort. Concernant le pilote AIFE, donc sur Chorus Pro, donc c'est intéressant, ça a été demandé par le ministère de tutelle. Donc la plateforme Chorus B2B, Chorus Pro que vous connaissez, pardon, a été utilisée en l'état et on a fait un pilote à partir du mois de janvier sur la possibilité de l'utiliser pour envoyer des factures et en recevoir d'ailleurs dans une sphère B2B. Ça fonctionne. Il y a eu 1100 factures d'échangées, il y a 70 participants qui se sont prêtés au jeu. Les conclusions, les conclusions sont, ça fonctionne. Il y a un rapport qui a été rédigé le 26 juin et qui décrit en fait les impacts par rapport à Chorus B2B. Ce que je peux vous en résumer, tout d'abord, c'est il va falloir, alors c'était prévu, hein, mais ça ne sera pas la plateforme actuelle qui sera utilisée parce qu'elle n'est pas du tout taillée pour cela, notamment en termes de volume, puisqu'on veut 3 milliards de factures dématérialisées. Actuellement, elle est taillée pour en faire 100 millions par an. Il va falloir l'adapter aussi parce que la sphère privée
privée n'a pas le même vocabulaire que la sphère publique, n'a pas le même modèle de données non plus. L'interface utilisateur pourrait être aussi repensée parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire en rapport avec le monde des collectivités. Il est aussi, dans le rapport du 26 juin, il est aussi évoqué le fait que beaucoup d'utilisateurs attendent des efforts sur la gestion des statuts. C'est toujours le nerf de la guerre. J'envoie ma facture via Chorus ou via un autre opérateur, mais je veux savoir comment elle est traitée, comment elle est mise en paiement du côté du destinataire. La gestion des rejets, souvent également un sujet qui a été évoqué. La notion de l'annuaire centralisé, la question de la gestion des particularités sectorielles a été aussi beaucoup reprise. Et puis, la question aussi du rythme de déploiement, puisque si vous vous rappelez, Chorus Pro a été déployé sur un modèle obligation de recevoir et puis obligation d'émettre progressive. Donc, c'est le même modèle qui est envisagé. Donc, à partir de janvier 2023, tout le monde devrait être en capacité de recevoir une facture électronique et simplement les plus grosses entreprises seraient obligées d'émettre et puis on aurait le même planning, les plus petites seraient à la fin. Mais n'était pas le cas précédemment, c'est que les petites entreprises se retrouveraient dès le 1er janvier à devoir accepter une facture par EDI, et c'est pas certain qu'elles y arrivent toutes. Donc voilà, ça c'est encore des questions qui sont posées. J'ai parlé aussi tout à l'heure rapidement du B2C, donc une fois encore, c'est pas exclu que le B2C rentre assez rapidement dans le périmètre, avec tous les concepts de caisse connectée et de transformation du ticket électronique en facture B2C, avec donc la connexion au profil du client, puisque le ticket de caisse aujourd'hui ne reprend pas qui vous êtes et au moment où il est transformé en facture B2C, eh bien on va aller chercher le profil du client, ses coordonnées, etc. Et puis souvent, lui poster la facture à travers un portail. Donc ça, c'est pour vous dire quelques mots sur l'expérimentation Chorus Pro. Sur le slide, on a également évoqué un certain nombre d'autres points. Je vais en commenter un ou deux autres. Il faut voir que tout ça nous amène aussi à repenser le paiement. Donc tous les pays qui sont assez avancés ont aussi eu des impacts en matière de request to pay. Donc au minimum, les plateformes de facture électronique deviennent des factures sur lesquelles on peut payer. Et donc derrière, on a de l'interaction avec le monde bancaire. C'est aussi souvent l'occasion, dans les pays qui sont avancés, de pouvoir déployer des services de financement qui sont très difficiles à déployer tant qu'on n'est pas en facture électronique et avec des délais de rapprochement et de mise en paiement extrêmement courts. Je pense au dynamic discount. Donc, ce qui fait que sur une plateforme, d'ailleurs, des gens comme Carrefour le font depuis quelque temps maintenant, sur une plateforme électronique, lorsque vous avez très rapidement digéré les données du fournisseur et que vous les avez en quelques heures rapprochées et autoriser leur mise en paiement, bah, vous allez pouvoir faire une offre de financement au fournisseur en lui disant si tu veux te payer 60 jours avant, appuie sur ce bouton et je vais te payer à 99% du montant de la facture. Donc on est sur quelque chose qui pourrait s'accélérer du côté des services de financement. Je vais passer au troisième slide concernant la mise en conformité. C'est souvent une question qui revient dans les débats, dans les webinars. C'est un sujet très compliqué et très inconfortable. On le dit souvent à la DGFiP. Il est pas provoquant de dire que à peu près la majorité des entreprises ne sont pas en conformité avec ce qui est écrit dans les textes. Les textes apparaissent et du jour au lendemain, parce qu'ils ont été publiés, ils sont applicables. Bon, on ne peut pas du jour au lendemain être en conformité avec ce qui est écrit dans un texte qu'on ne connaissait pas la veille, même si nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il y a des situations délicates, notamment si on regarde ce qui se fait dans les décrets en cours sur la facture électronique. La piste d'audit fiable, on en a rapidement parlé tout à l'heure, elle est applicable à l'ensemble des entreprises. La seule façon de contourner la piste d'audit fiable, c'est d'avoir dématérialisé 100% de ces factures par les autres voies autorisées, le DI et la facture signée. Rares sont les entreprises, même Carrefour n'y est pas arrivé. Il n'y a pas 100% à travers les deux autres modèles. Donc, 100% des entreprises devraient avoir une piste d'audit fiable. Et toutes les enquêtes montrent qu'elles sont maximum 50% à l'avoir fait. Et pour celles qui l'ont fait, en plus, elles ne l'ont pas fait comme l'État le demande. C'est-à-dire que pour la moitié d'entre elles, pour celles qui l'ont fait, elles n'ont pas nécessairement le niveau de documentation et de contrôle sur la piste d'audit qui est attendu. C'est un exemple. D'autres difficultés en matière de mise en conformité, c'est sur la manière de signer les factures. Quand on a retenu cette voie, il faut être en conformité, ça a été rapidement indiqué tout à l'heure. Il faut utiliser des technologies de certificats dits qualifiés qui eux-mêmes s'appuient sur des systèmes de niveau RGS 2 étoiles.
Tout le monde ne l'a pas encore déployé, mais surtout, on ne peut pas le déployer tout seul. Parce que si vous avez, c'était le cas de Carrefour, 4-5 000 fournisseurs qui sont déjà déployés sur un niveau de certificat précédent, du jour au lendemain, vous n'avez pas les clés secrètes de tous vos partenaires, et donc il faut attendre que tout le monde se redéploie avant de pouvoir décommissionner l'ancien système. C'est la même chose pour les mentions obligatoires. Donc, on vous rappelait la mention obligatoire sur les pénalités forfaitaires. Il faut savoir que le marché a à peu près mis 2 ans à se recaler là-dessus. Donc, on a aujourd'hui la problématique du numéro de commande obligatoire, de l'adresse de facturation et de l'adresse de livraison. Là encore, le problème, c'est qu'on ne peut pas seul décider de se mettre en conformité. Si je décris le pourquoi de cela, c'est que lorsque vous recevez une facture, vous devez vérifier la mention obligatoire, la présence des éléments pour toutes les mentions obligatoires. Si par exemple le bon de commande n'est pas présent, normalement au regard de la loi, le numéro de bon de commande, vous ne devez pas accepter cette facture. Donc vous la refusez. Mais ça veut donc dire que vous ne la payez pas. Et quand vous appelez Auchan et Carrefour, vous avez la même DGFiP qui va vous dire non, 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 vous payez vos fournisseurs. Donc, vous voyez, on tourne un peu en rond. Donc, il faut simplement accepter un process qui prend un peu de temps. Ok, très clair. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Christophe. Mais comme on est un peu tenu par le temps, il nous reste 3-4 minutes. On va essayer d'aller un peu plus vite pour la suite. Merci beaucoup, Christophe. Du coup, je relaisse la main à Ingrid pour faire un petit rex, du coup, pour rebondir à ce que tu as dit sur la PAF et ce qu'on a accompagné le client pour mettre en place la PAF, justement. Donc effectivement, Christophe en a parlé. La piste d'audit fiable, c'est la tendance un peu du moment. La piste d'audit fiable, elle est nécessaire dès lors que vous ne faites pas de la dématérialisation fiscale. Donc, je vous ai remis notre petit pavé de format de facture. Donc, on voit qu'elle est obligatoire pour le papier, le DI simple, le PDF simple. C'est quoi? Ce sont des contrôles, toute une série de contrôles qui sont organisés, qui sont mis. Vous devez documenter tous vos processus, tous vos processus de contrôle facture, du début de la commande jusqu'au paiement, avec des choses claires. À minima, une fois par an. Alors, c'est très important parce qu'on pourrait se dire aussi qu'on le fait quand on a une demande de l'administration fiscale. Alors, oui, bien sûr. Par contre, il faut savoir que cette documentation qui est demandée, elle est demandée horodatée. C'est-à-dire que quand l'administration fiscale va venir vous voir en disant on va auditer l'année 2017, il faut que vous puissiez produire une PAF avec des prints écran datés de 2017. Donc, le rétropédalage sur la PAF n'est pas accepté, n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait que vous devez le mettre en place et que c'est tous les ans qu'elle doit être remise à jour. Voilà, on voit et on vous l'a remis, on ne va pas s'étendre non plus dessus, mais c'est vraiment sur le bout de la chaîne, de la commande jusqu'au paiement. Le tout étant de prouver que la facture a bien une réelle justification. Donc, elle a bien un point de départ et qu'elle a bien une arrivée. On parlait de Carrefour, Christophe l'a évoqué. On a eu l'occasion effectivement de voir que tout n'était pas forcément clair. Ça nous a amené, nous, à réfléchir à comment aussi accompagner d'autres entreprises sur cette mise en conformité et de faire une mission chez un de nos clients pour regarder ce qu'il en était et mettre la PAF en place. Donc là-dessus, ça a été suite à un contrôle fiscal où ils sont venus nous chercher pour nous dire comment vous pouvez nous aider. On a dû étudier effectivement 3 macro-processus, 8 entités juridiques, 4 mois de projet pour montrer que c'est quand même pas simple. Ça se fait pas en 15 jours parce qu'on décide de mettre une PAF. Ça passe par un diagnostic déjà de l'existant, par une définition des périmètres, la collecte de documentation, parce que c'est tout ce qui va nourrir la production. Elle peut être plus ou moins lourde, cette piste d'audit fiable. Selon que vous soyez sur un ERP complètement intégré, ça va être finalement plus simple à pouvoir matérialiser la chaîne de bout en bout. Dès lors qu'on est un peu en best of breed, c'est un peu plus compliqué parce que c'est chaque point qui doit être documenté. Donc, ce qui a été fait, c'est effectivement une mise en œuvre de la PAF. Il faut savoir que c'est achat, vente, voire le déclaratif. Ce n'est pas que sur un seul pan. Vous avez vraiment sur tous les points de communication, en fait, et qui sortent de la TVA, finalement, dessus. Et derrière, il faut mettre en place une gouvernance parce qu'il faut la produire, comme je vous disais, tous les ans. Ce qu'on a pu constater, c'est que la difficulté, quand on met en place ça, au-delà, effectivement, de se dire tous les ans, on est obligé de réviser cette documentation, de refaire les prints, de la faire vivre,
c'est de trouver les bons contributeurs parce qu'elle doit être complète. Il faut trouver quels sont dans l'entreprise les contributeurs qui vont nous aider à bien formaliser et surtout être complets, à ne pas avoir trou dans la raquette, ce qui serait bien plus embêtant quand on a un contrôle. Voilà, donc c'est un mini-projet, il faut vraiment l'avoir en tête et on insiste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, les gens pensent l'avoir fait, mais ne l'ont pas forcément ou fait de façon optimum ou pas fait du tout. Voilà. Très bien. Donc pour conclure et répondre aux questions qui sont posées sur le chat, je vais être rapide parce qu'on a été quand même assez bavard. Donc le message est clair. Donc si on devait schématiser une feuille de route ou le plan d'action le plus concret possible, donc la première chose à faire, c'est de diagnostiquer, donc ça a été évoqué, donc diagnostiquer l'état des lieux, enfin cartographier les flux de facturation qui sont utilisés au sein de vos entreprises, et puis se dire, en fonction de chacun des flux, quelle réglementation est appliquée. Donc, Christophe a rappelé, voilà, pour la partie mention obligatoire, PDF signé, la signature électronique est aussi soumise à certaines obligations. Donc, s'assurer que pour chacun des flux, on a bien la réglementation qui est applicable, est en place au sein de vos entreprises, et puis trouver toutes les zones à risque, c'est-à-dire si on a de la facturation papier, de la PDF non signée, donc là, on est obligé en tout cas, fortement obligé de mettre une PAF. Donc, ne pas hésiter, ne pas hésiter à cartographier ce périmètre-là pour savoir ce qu'on fait en fonction de chaque périmètre de facture, chacun des flux. Donc ça, c'est la première échéance. La seconde, elle est plutôt de préparer l'avenir. Donc, on commence tout de suite, en fonction de tout ce qui a été aidé plus haut, notamment par Christophe, des choix qui vont être pris. On ne décommissionne pas tout et il faut qu'on intensifie certaines choses, qu'on modifie le système d'information à différents niveaux, que ce soit sur le processeur d'order to cash ou P2P. Et donc là, il faut être en mesure d'évaluer la maturité de ce qui est déjà en place au niveau de l'entreprise. Ne pas hésiter, je pense, à quelque chose qui peut augmenter aussi l'automatisation et dans cet écosystème qui va être peut-être un peu éclaté, penser à l'automatisation, la RPA peut mettre de l'huile dans les rouages, et puis penser à l'intégration avec les ERP, évidemment, qui sont souvent le socle des systèmes d'information en place en entreprise. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on a lancé un peu le projet, et entre-temps, nous pensons qu'il ne faut pas hésiter, même si ça paraît un peu expérimental aujourd'hui, de penser à des solutions comme la blockchain ou l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui, pour la première, la blockchain, on est plutôt sur l'expérimentation pure. Par contre, l'intelligence artificielle offre des possibilités qui sont déjà intégrées dans les différentes solutions de marché. On pense notamment à l'intégration du machine learning dans la reconnaissance des factures hétérogènes qui sont envoyées par les clients ou reçues par les fournisseurs. Troisième étape, à échéance un peu plus lointaine, c'est le déploiement généralisé en fonction de ce qui a été adopté par l'État, d'être en capacité à déployer largement cette électronisation des factures, et puis accompagner les modes de fonctionnement qui vont changer sur le processus de facturation externe, entrante et sortante, accompagner aussi ce changement-là en interne et puis en externe vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses clients. Donc, voilà ce qu'on avait à dire sur ce sujet-là. On va regarder les questions qui ont été posées pendant le chat, on va y répondre. Alors, un peu plus haut, peut-être qu'il y en avait une avant. Alors, vous avez effleuré la problématique des délais de paiement. Le risque n'est-il pas plus important sur ce sujet? Je propose d'y répondre à celle-ci. Effectivement, le sujet de délai de paiement est un sujet majeur, mais c'est vrai que le prisme qui a été pris aujourd'hui, c'est plutôt de se concentrer recentrer sur la dématérialisation, au sens large, entrante et sortante. Mais évidemment, depuis 2 ans, donc on voit que les sanctions, notamment sur les retards de délai de paiement des fournisseurs, ont fait écho, ont été mis sur la place publique. Certains cas ont été très médiatisés. Donc, il y a vraiment une sensibilisation des entreprises et ça a engendré une accélération avec des solutions de digitalisation sur tout le process P2P. Mais là, on fera des webinaires dédiés, notamment en septembre. On en a un qui est prévu sur la partie fournisseur. Si on évoque même chose, donc il y a un double enjeu, donc autant pour les délais de règlement fournisseurs, et le second enjeu, c'est plutôt sur la partie client, donc s'assurer d'être payé dans
finalement les prestations qu'on a réalisées ou le produit qu'on a livré après avoir envoyé la facture. Et donc là, on a fait aussi un sujet, un webinaire qui était dédié au dérèglement client le 7 mai dernier. Et on a évoqué tous ces aspects-là avec une méthodologie très concrète. Dans cette période de crise, on voit qu'il y a certaines latences ou libertés qui ont été prises par les entreprises à ne pas payer les factures à temps. On a un plan d'action très précis. Enfin, ça a fait vraiment l'objet d'un webinaire. Je ne pourrais pas développer ici, mais à votre disposition pour parler, notamment d'une démarche qu'on a appelée le Lean Cash, qui permet vraiment avec les systèmes, enfin avec le fonctionnement que vous avez aujourd'hui dans votre entreprise, de sécuriser le paiement des clients. Et on voit qu'il y a une vraie accélération sur les sanctions. On note aussi que certaines entreprises ont été sanctionnées une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier appel, une première sanction, et 2 ans après, pour récidive, il y a eu une autre sanction. Donc, il faut vraiment faire attention parce que l'État regarde de plus en plus ces choses-là. Deuxième question, après. Alors, il y en avait une juste avant, pardon. Pouvez-vous préciser ce qu'est précisément l'EDI par rapport au PDF? Alors, en fait, l'EDI, c'est un échange de données informatisé. Donc, c'est vraiment la connexion de point à point entre un système d'information fournisseur et un système d'information client. Et l'EDI simple doit être accompagné toujours de sa facture papier, puisque c'est la seule qui fait foi. Quand on est en EDI fiscal, là, on a des mentions obligatoires complémentaires qui permettent de s'affranchir de ça. Quand c'est du PDF, le PDF peut être sorti de son système par le fournisseur et transmis au client par mail sans souci. L'EDI, on est vraiment sur de l'échange informatisé, donc c'est vraiment structuré avec des normes. On a de l'EDI FACT, on a de l'XML, maintenant, voilà, c'est très normé. Autre question, est-ce que les solutions de dématérialisation du marché et votre solution en particulier, donc adressée à Generix, sont prêtes pour répondre au modèle clearance et à ses variantes? Christophe, oui, aujourd'hui, ça a été évoqué, hein, les modèles de clearance sont déployés de façon différente d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, on supporte 45 réglementations, pas toutes avec du clearance, hein. Donc, on attend pour la partie française la description du modèle. Est-ce qu'il faudra se connecter à une plateforme? Quel type de fichier faudra adresser si c'est du e-reporting? Est-ce qu'il y aura des systèmes de certificats de signature spécifiques, time stamping, etc. Donc, on attend en tout cas d'avoir les spécifications pour se mettre en conformité. Et pour nous qui sommes effectivement un opérateur de flux de factures, ça voudra dire qu'on développera un processus spécifique au modèle e-reporting ou clearance à la française. Aujourd'hui, on ne l'a pas puisqu'on ne sait pas quelles seront les spécifications définitives. Alors, merci. Concernant la PAF que vous avez évoqué, le risque n'est-il pas minime? La plupart des sociétés documentent leur processus. Alors, en fait, on pourrait le croire, mais non, parce que de ce qu'on a pu voir et d'expérience, finalement, le processus n'est pas forcément documenté comme l'attend l'administration. On parlait tout à l'heure d'horodatage de documents. C'est pas seulement fournir en one shot, je dirais vulgairement, la documentation PAF parce que l'administration la demande. C'est vraiment pouvoir prouver que il y a un vrai contrôle interne qui est mis sur l'entreprise pour pouvoir produire et pour pouvoir l'avoir sur étagère et finalement la sortir quelque part, je dirais, en 1 heure quand l'administration fiscale vient vous la demander. Donc, il y a vraiment un risque et c'est de plus en plus demandé. Après, voilà, faut voir aussi, hein, comme je le disais, qu'elle n'est pas forcément très conséquente selon le système d'information que vous utilisez, selon vos process. Elle est vraiment adaptée au process, à la taille de l'entreprise. Voilà, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de très, très lourd. Si vous êtes une petite entreprise, on ne va pas vous demander la même chose qu'à un Carrefour, par exemple, ou à un Safran. Alors, est-il préférable de commencer un projet de dématérialisation sur les factures sortantes ou les factures entrantes ou les deux en même temps? Je dirais, ça va dépendre un peu aussi de la maturité technologique de l'entreprise. Savoir si, selon les systèmes d'information qu'elle a, elle pourrait très bien mener les deux de front. C'est pas antinomique. Maintenant, c'est vrai que
le sortant, c'est là où on nous demande de plus en plus et où l'État est de plus en plus insistant sur la facture entrante, en tout cas. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, ce serait, moi, si je devais préconiser quelque chose, c'est peut-être de commencer sur traiter cette facture entrante, sachant que le sortant, il sort de votre système, vous aurez toujours plus de facilité à faire sortir quelque chose de votre système d'information, sachant qu'aujourd'hui, le PDF natif, donc depuis votre système d'info, vous sortez un PDF natif, vous l'envoyez à votre client, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas l'effort est plus conséquent sur la facture entrante. Donc, s'il y a un vrai projet, je pense qu'il faut démarrer là. Sur la partie projet, effectivement. Oui. Mais si on voit... S'il y a des convergences, c'est là où je vous dis, on peut le faire selon la maturité, encore une fois, de votre système. Et, il y a aussi, si on répond sur les aspects enjeux, alors se dire en fonction des enjeux de l'entreprise, se dire est-ce que finalement j'ai des problèmes de délai de paiement, c'est-à-dire que je me fais les factures clients sont payées trop tardivement ou j'ai un souci de cash, donc là pour le coup ça peut être repriorisé sur la partie client. Inversement, donc ça dépend aussi du contexte de l'entreprise dans lequel il se trouve. Alors, il y a quand même pas mal de questions. Du coup, on va essayer de répondre à une ou deux. Les autres, on va les prendre et on va vous faire des réponses écrites à tous, du coup, parce qu'on a déjà dépassé de 15 minutes. On va prendre encore une ou deux. On vous propose ça si ça vous convient. Alors, pour qu'une facture reçue soit en paiement, il faut d'abord qu'elle soit autorisée en interne. Quelles solutions existent pour éviter les délais inclus dans cette étape? Alors là, je dirais ce sont vos processus, en fait. Le délai, là-dessus, une fois que la facture est arrivée, se pose sur vos processus internes. Donc, il faut voir comment les optimiser, quelles sont les poches d'optimisation, comment faire. Là, c'est vraiment en plus, je dirais, induit à chaque entreprise. Il n'y a pas de solution comme ça prédéfinie. Ça dépend vraiment de ce que vous posez. Après, on en a une dernière. Voit-on venir une standardisation européenne? On disait tout à l'heure, là, comme ça, on a l'impression que tout le monde part un petit peu dans le sens qu'il entend, qu'il l'arrange. Christophe, de ton côté, de ce Oui, que il y a des choses, il y a des choses qui sont à l'étude, mais c'est long. Le sujet, c'est d'assurer l'interopérabilité et l'unification européenne, donc que chaque État membre pratique de façon cohérente et qu'une entreprise qui serait présente sur plusieurs pays puisse avoir une solution unique. Donc, j'en ai pas parlé, mais il y a un programme qui s'appelle Connecting Europe Facility qui met en avant des standards pour un format identique quels que soient les pays, pour une interopérabilité technique sur la base d'un protocole qui s'appelle AS4. On a également le règlement européen qui s'appelle EIDAS qui impose une identification numérique et des systèmes de signature électronique communs. Et puis, il y a un réseau européen qui s'appelle People, dont ce serait la vocation et qui essaye de se positionner comme un système qui pourrait proposer des services de clairance aux États. Après, il y a des luttes d'intérêt, des luttes géopolitiques qui font que, par exemple, la France n'accepte pas la proposition de ce réseau People et préfère gérer elle-même son système de clearance comme l'Italie l'avait fait avant. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Les questions restantes, on va faire le tri. Il en reste une ou deux, je pense, mais on va y répondre par écrit, encore une fois, pour manque de temps. Donc, toutes nos excuses pour avoir dépassé d'un quart d'heure le délai prévu. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous sur ce sujet et on reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires ou des échanges plus approfondis. On vous remercie et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.